Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de ces auteurs, poètes principalement, qui ont marqué de leur empreinte le XVIe siècle, mais également tous les siècles qui ont suivi et jusqu'à nos jours, par leurs règles, par leur talent, par leur maîtrise, notamment de la poésie. Il s'agit bien évidemment, vous l'aurez compris, de la Pléiade, mais avant d'entrer spécifiquement dans l'analyse de quelques-unes de leurs œuvres et dans l'aperçu de quelques-unes de ces grandes figures qui ont marqué cette époque, nous allons nous intéresser au contexte qui a permis l'émergence de ce groupe. En 1547, François Ier s'éteint au terme d'un règne de 32 ans. Grâce à lui, la France est unifiée dans sa langue et dans ses lois. La cour brille d'un éclat reconnu partout en Europe, et Paris est un des grands centres de la pensée contemporaine. Ce que les auteurs du règne de François Ier ont amorcé, la génération des années 50, 1550 bien évidemment, le porte à son apogée. En effet, peu de périodes historiques et peu de périodes littéraires sont aussi brillantes que celles de la Pléiade, ce groupe d'auteurs qui va véritablement inventer les formes modernes de notre littérature. Et la cour va jouer un rôle majeur dans ce contexte. En effet, la petite minorité qui vit à la cour détient un pouvoir de plus en plus grand dans le domaine politique comme dans le domaine culturel. François Ier avait d'ailleurs instauré un pouvoir fort dans son royaume. Henri II, dont vous avez ici le portrait, continue dans la même voie en accentuant le poids de son pouvoir personnel. Au lieu de s'entourer par exemple d'habituels conseillers qui réunissent les dignitaires de la cour, il va choisir lui-même des secrétaires et des conseillers, ce qui va lui permettre encore une fois d'accroître un petit peu plus son poids. Et parallèlement, forcément, le poids des favoris du roi va aller croissant, comme celui des factions qui toutes veulent assurer leur influence auprès du souverain. Lorsque François II puis son frère Charles IX, âgés respectivement de 15 et de 11 ans, succéderont en 1559 et en 1560 à leur père Henri, ces factions et les luttes d'influence qu'elles font naître entraîneront le pays dans les guerres de religion que vous connaissez. Cependant, culturellement, la cour est le lieu qui décide des goûts et des modes. L'Église n'assume plus forcément ce rôle, en tout cas pas ce rôle de mécène auprès des artistes. Désormais, ce sont les constructions royales, à l'image des châteaux de la Loire, puis du Louvre ou des Tuileries, qui vont assurer les commandes passées aux architectes, aux peintres et aux sculpteurs. C'est la société qui vit dans ces lieux qui confère la gloire littéraire. Et c'est pour ça que lorsque Du Bellay parlera dans ses œuvres de la douleur qu'il ressent d'être éloigné de la cour de France, cette douleur est bien réelle. Il ne s'agit pas uniquement de talent poétique, puisque la cour lui assure la renommée et le succès. Le vrai poète naît ainsi à la cour et nourrit son art de l'air qu'on y respire. Ce qui est vrai pour l'homme de lettres, mais aussi pour le noble. C'est à la cour que se joue le destin de chacun auprès du roi, auprès d'un grand chef de famille. Ainsi, si les conditions de vie varient assez peu du côté paysan pendant le XVIe siècle, celles de la noblesse et de la bourgeoisie subissent des transformations assez importantes. En effet, la noblesse est sortie considérablement appauvrie des guerres d'Italie, puis des guerres qui les ont opposées à Charles Quint. Et de plus, les revenus sont passablement bouleversés puisqu'une crise monétaire assez importante débute en 1545, notamment avec la découverte en Amérique du Sud de mines d'argent qui va augmenter la masse monétaire et du coup entraîner une hausse du coût de la vie et une chute relative des revenus fixes, des loyers, des fermages. Donc la noblesse doit souvent vendre ses terres à des bourgeois qui, eux, vont s'enrichir, notamment à travers leurs emplois de fonctionnaires, juges, avocats, etc. Et si les frontières entre noblesse et bourgeoisie tendent à s'effacer progressivement, c'est pas forcément sans créer de ressenti chez les uns et chez les autres, et c'est ce qui va notamment transparaître lorsque les guerres civiles vont commencer en 1562, puisque les mécontentements d'une noblesse qui perd sa puissance, mais s'accroche malgré tout à ses privilèges, vont trouver un écho dans ceux d'une bourgeoisie qui ne peut pas prendre toute la place qu'elle souhaiterait occuper. Et à ça s'ajoutent toutes les factions catholiques et protestantes qui vont tirer parti d'une façon ou d'une autre de ces tensions sociales. Donc un contexte assez particulier marqué par la figure du roi, avec la prise d'ampleur finalement des bourgeois au détriment de la noblesse, mais des tensions qui apparaissent et qui vont être alimentées, utilisées dans les guerres de religion qui vont suivre. Ce siècle, c'est aussi le siècle de l'invention, c'est celui de l'humanisme triomphant.
C'est la redécouverte de l'Antiquité depuis le début du siècle déjà qui va imprégner toute la vie culturelle des règnes d'Henri II, de François II ou de Charles IX, entre 1548 et 1574. Et ça se retrouve dans l'architecture et la sculpture, dans le costume aussi, dans les littératures. En effet, seul compte la référence au modèle antique et italien. Le violent manifeste de la Pléiade, que nous aborderons un peu plus tard, condamne ainsi toutes les formes poétiques et dramatiques du Moyen Âge et demande l'imitation exclusive des modèles latins, grecs et italiens. Mais il ne s'agit pas uniquement de mode. La connaissance profonde des langues anciennes, des modes de pensée grecs et latins, éclaire l'enseignement et la réflexion. Les grands humanistes français tels que Jacques Amyot, traducteur du grec Plutarque, Henri Estienne, traducteur, éditeur et écrivain lui-même, vont poursuivre le travail qui a été commencé précédemment, notamment par Guillaume Budet, dont on avait déjà parlé. De la même manière, les étudiants qui ont 20 ans dans les années 1550, comme Du Bellay par exemple et ses compagnons, vont profiter des leçons de professeurs remarquables dans les collèges. Et l'importance d'instruction mise en avant par les premiers humanistes est alors parfaitement reconnue. De même, on assiste aux prémices de la littérature moderne. En effet, en observant assez rapidement les productions littéraires de la seconde moitié du XVIe siècle, on constate très facilement l'extraordinaire esprit d'invention de ces années. En poésie, par exemple, les règles de composition du sonnet, qui jusqu'à nos jours sont respectées, sont définitivement fixées à cette époque, établies par les poètes de la Pléiade. De plus longues pièces, comme les odes, les élégies, les hymnes, découvrent des accents narratifs et épiques que les poètes du XIXe siècle, par exemple, rendront très familiers, alors qu'il ne s'agit finalement que d'une reprise de ce qui s'est fait déjà à cette époque. Et surtout, la poésie commence à tout dire de l'homme, de ses passions, de ses craintes, de ses joies, de ses souffrances aussi, d'une grande liberté de ton et de langage qui va beaucoup frapper le lecteur d'aujourd'hui, puisqu'il n'y a aucun sentiment d'étrangeté en lisant la poésie de cette époque. En effet, les poèmes de Ronsard et de Du Bellay restent très actuels. Le style, bien évidemment, a pu évoluer, le vocabulaire a pu changer. Mais en soi, les thèmes abordés, la façon de présenter ces thèmes reste très actuelle. La liberté de ton utilisé reste en soi très actuelle. Dans le domaine théâtral, c'est un peu plus délicat. En effet, si les réussites sont parfois présentes, on a aussi quelques grands échecs et le théâtre a beaucoup de peine à s'imposer, a beaucoup de peine à faire oublier finalement les œuvres précédentes. On voit malgré tout se codifier peu à peu la tragédie et la comédie. C'est pas sans raison que les pièces de Garnier évoquent la tragédie classique du siècle suivant ou que Molière a pu s'inspirer de la comédie de l'Arrivée par exemple, qui était un grand auteur du XVIe siècle. Enfin, on assiste également au début de la littérature engagée. Ronsard et ses amis ne sont pas seulement des poètes de l'amour et des émotions lyriques, ils peuvent également utiliser des paroles qui sont lourdes de menaces pour témoigner de la situation du pays, parfois en paix, parfois en guerre. En effet, les tensions religieuses qui séparent catholiques et protestants tracent une ligne de rupture même au sein des lettrés des années 1550. Par exemple, Ronsard était un ancien condisciple et compagnon de la même muse poétique que Théodore de Bèze. Mais Ronsard est catholique, Théodore de Bèze est protestant, et l'un et l'autre vont tout d'un coup se dresser violemment face à face, et avec eux, toute la communauté littéraire va retentir des bruits de cette querelle. Et c'est normal parce que les poètes se sentent aussi un rôle de conseiller auprès du roi. Ils vont donc exprimer leurs inquiétudes devant les événements du royaume. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans l'ouvrage de Ronsard, Discours des misères de ce temps, qui évoque, par son titre seul déjà, le climat de ces années, déjà endeuillé par le premier massacre religieux, celui qui a eu lieu à Vassy en 1562. Donc on est véritablement dans un contexte assez particulier où les écrivains de la Pléiade sont témoins des troubles qui s'abattent progressivement et de plus en plus en France. Et justement, tout cela va se retrouver dans leur œuvre, dans une œuvre majeure qui va avoir des répercussions littéraires durant les siècles à venir. Un contexte donc assez particulier, celui de ce règne d'Henri II et de ses successeurs, un contexte d'apogée littéraire d'une certaine manière, même si on a fait de très belles choses depuis, mais un siècle
majestueux en termes de poésie, en termes de règles, en termes de normes, en termes de français, puisque la langue française s'impose véritablement, mais aussi un siècle très troublé à cause de ces guerres de religion, à cause de ces conflits, à cause de ce rôle qu'adoptent les poètes au service du roi. Voilà donc ce que nous pouvions dire de cette première étape plutôt historique de l'histoire littéraire du XVIe siècle. La prochaine fois, nous entrerons un peu plus spécifiquement dans la Pléiade, puis nous aborderons successivement Du Bellay et Ronsard, deux figures majeures de ce mouvement poétique du XVIe siècle. D'ici là, je vous souhaite comme toujours une excellente semaine et je reste encore et toujours à disposition pour vos questions, quelles qu'elles soient.